Bonjour, c'est mercredi et le mercredi dans Y'a pas école, on parle de cinéma et aujourd'hui on va vous diffuser des courts-métrages de deux festivals, le festival Réflexe et le festival de l'Ultracourt. Ces courts-métrages ont été primés lors de ces festivals et ils ont été faits par des élèves, par des enseignants qui ont pris le temps. Ils ont pris le temps de comprendre comment on réalisait un film et comment les images peuvent modifier la perception de la réalité, comment elles la transforment, comment elles la déforment. Vous avez vu, je suis sous un cerisier. En début de saison d'Y'a pas école, on va dire, j'étais sous un cerisier en fleurs et je vous avais parlé de la pollinisation, du travail des insectes pour faire que des cerises puissent mûrir. Regardez, elles sont là, on peut les manger. On pourrait presque dire que Y'a pas école a duré le temps des cerises. Allez, on commence cette émission avec le Grand Prix du jury 2018 du Festival de l'Ultracourt. Vous allez voir, il y a plusieurs manières de réaliser, d'illustrer un court-métrage. Celui-ci est fait en stop motion, c'est-à-dire image par image. Mais par exemple, le conte qui va suivre, lui, est en papier découpé. On pourrait dire que cette émission s'intitule « À l'école du cinéma » et vous aurez peut-être envie de vous y lancer. C'est l'histoire de 1000 idées. Coucou, ça va? Bof, la maîtresse veut qu'on fasse un spectacle de danse et moi, je n'ai pas très envie de danser. Ah, mais je connais une petite fille qui était comme toi. Allez, laisse-moi te raconter l'histoire de Carolina. Carolina aimait beaucoup l'école, mais vraiment beaucoup. Les jours d'école, elle se levait en chantant et partait le cartable sur le dos en sifflotant et parfois même en courant. Mais un jour, la maîtresse de Carolina annonça une grande nouvelle. Elle avait décidé d'organiser une petite fête pour la fin de l'année sur le thème de la danse. Chaque enfant devrait réaliser une danse devant tous les parents. Aussitôt, de nombreux « youpi » retentirent. Mais Carolina, elle, perdit le sourire. Elle n'aimait pas danser. Enfin, elle n'avait jamais vraiment essayé, mais au fond d'elle, elle était sûre de ne pas y arriver. Réfléchissez ce soir et demain vous m'annoncerez la danse que vous avez choisi de présenter sur scène. Carolina réfléchit toute la soirée, mais franchement, elle ne voyait vraiment pas ce qu'elle aurait pu faire.
D'ailleurs, dans sa famille, elle ne se souvenait pas que quelqu'un ait déjà dansé. Ou alors, c'était il y a longtemps. Peut-être sa grand-mère avec son grand-père. Ah oui, une valse, elle s'en rappelle. Ils étaient beaux tous les deux quand ils dansaient. Mais la valse, Carolina trouvait ça un peu démodé. En plus, la valse, ça donne le tournis. Oui, et il aurait fallu qu'elle trouve un cavalier. Carolina s'endormit en espérant que la nuit lui porterait conseil. Hélas, au réveil, elle n'avait toujours pas trouvé. Elle se leva sans chanter et marcha jusqu'à l'école sans siffleter, et aussi vite qu'un escargot. Dans la classe, les élèves étaient surexcités. Daphné avait apporté son tutu et esquissait des pas chassés pour son ballet. Ah, je danserai sur l'air des casse-noisettes. Et moi, S'écria Nina. je ferai un numéro de claquettes. Avec moi, ce sera de la Zumba. Annonça Sacha. Eh ben, Lara et moi, on vous montrera ce que c'est que le flamenco. Allez. Eh ben moi, Je ferai une démonstration de haka. C'est une danse de rugbyman. Et moi, je vous emmènerai au carnaval de Rio. Arriva Brasil, samba. moi, je vais faire de la danse orientale. Oh, mais c'est formidable! S'exclama la maîtresse. Et toi, Carolina, quelle danse as-tu choisi? Je ne me suis pas encore décidée. Il y a tellement de possibilités et j'hésite. Je vous dirai demain. Mais le lendemain, Carolina ne dit rien. Et le surlendemain non plus. Pour l'aider, la maîtresse dressa une liste des danses et proposa à Carolina de se joindre à un copain ou à une copine pour danser ensemble. Mais aucune danse ne convenait à Carolina. Elle se sentait gauche, maladroite. Oh, mais comment pourrait-elle faire pour éviter ce spectacle? Elle pourrait se casser une jambe. Ah, mais bon, ça devait faire mal et Carolina n'avait pas envie d'aller à l'hôpital. Ou alors, elle pourrait être malade. Mais le médecin verrait bien qu'elle n'a rien. Ah là 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 là, mais comment faire? Elle proposa à la maîtresse de s'occuper des projecteurs ou d'accueillir les spectateurs. Mais la maîtresse refusa. Oh, ne t'inquiète pas, le spectacle n'aura pas lieu dans une grande salle. Ce sera un petit spectacle dans la cour de récréation. Une scène sera montée pour l'occasion. Alors, il faudra qu'il fasse beau, si c'est dehors. Demanda Carolina. Ah bah oui, j'ai envoyé une invitation au soleil. Et s'il ne vient pas et qu'il pleut? Ah bah s'il pleut, malheureusement, le spectacle n'aura pas lieu. Dommage. Répondit Carolina. Puis elle rentra chez elle en courant, tout en répétant Pourvu qu'il pleuve, pourvu qu'il pleuve, pourvu qu'il pleuve, pourvu qu'il pleuve. Une fois arrivée, elle posa 1001 questions à sa maman. C'est possible de changer le temps? De faire venir la pluie ou le soleil? D'attirer les nuages? Sa maman soupira. Écoute, Carolina, je n'ai pas la réponse à tes questions. Carolina soupira à son tour. Puis elle enfila sa veste et courut jusqu'à la bibliothèque. La bibliothécaire n'avait pas les réponses non plus, mais lui conseilla des livres. Tu trouveras peut-être ton bonheur là-dedans. Lui dit-elle. Carolina passa l'après-midi à lire, page après page. Puis, tout à coup, un sourire illumina son visage. Elle venait de trouver la solution grâce à un livre sur les Indiens. La tribu des Cherokees avait inventé la danse de la pluie. Il suffisait de s'habiller et de danser d'une certaine manière pour faire venir la pluie. Carolina se fabriqua donc un costume de danse avec des plumes bleu turquoise comme les Indiens Cherokees. Puis, elle apprit une chorégraphie. Elle informa la maîtresse qu'elle ferait une danse indienne, sans lui préciser toutefois que cette danse entraînerait la pluie. Carolina répétait chaque jour, et quand enfin la date du spectacle arriva, elle était prête. Le jour même, elle mit son réveil plus tôt pour danser dans sa chambre en espérant bien que les nuages allaient se dépêcher d'arriver. Elle les guettait par la fenêtre. Mais pour l'instant, le ciel restait bleu. Elle refit sa danse une fois encore avant de partir, et aussi à la récré, en cachette. Le midi, elle mangea en observant le ciel. Quelques nuages étaient enfin arrivés. Son plan allait fonctionner. La pluie ne devrait plus tarder. Pendant ce temps, les parents commençaient à arriver et à s'installer. Le cœur de Carolina tambourinait dans sa poitrine. Oh, pourvu que la pluie arrive à temps. Les minutes s'écoulèrent.
et les premières danses commencèrent. Samba, salsa, zumba, haka, les numéros s'enchaînaient. Et bientôt, ce fut au tour de Carolina. Elle scruta le ciel. Les nuages étaient là. Mais qu'attendait-il pour faire tomber la pluie? La maîtresse annonça alors sa danse indienne. Carolina s'avança sur scène. Elle prit une grande inspiration et entama sa danse de la pluie. Elle l'avait tellement répétée qu'elle la connaissait par cœur. Un pas par ici, quelques pas par là. La musique envahissait sa tête, son corps dansait en rythme. Elle était concentrée sur sa danse et ne voyait plus ni les spectateurs ni le ciel. Elle dansait et plus rien ne comptait. Quand la musique ralentit puis s'arrêta, Carolina releva la tête. Les nuages avaient disparu. Braqués sur elle, les rayons du soleil brillaient tels des projecteurs. Les spectateurs observaient Carolina sans dire un mot. Sa danse de la pluie les avait emportés dans un tourbillon d'émotions. Oh, c'était si beau! Carolina sourit. Ouais, elle fait un bruit. Elle fait... Attends, j'écoute. Attends, je vais me mettre un petit peu en... Mais je sais pas quoi écrire. C'est le bruit de Luciole. Je sais pas, plein de Z. Ouais. Voilà, 4 Z. Cette classe de 5e primaire, au collège de Montrion à Lausanne, participe à un atelier de l'association Regard Neuf. L'objectif principal, c'est de pouvoir décrire un film pour les aveugles. D'accord, comment ça s'appelle? Exactement. De l'audio-description. Il faudra parler pour que les aveugles comprennent tout ce qui se passe et puis comme ça. Eh oui. Il faut pas gâcher les bruits qu'il y a qui sont un peu importants pour les aveugles. On revoit le film? Tôt ou tard est un court-métrage d'animation qui ne comporte aucune parole. Seuls des sons agrémentent l'histoire d'un écureuil et d'une chauve-souris. La classe travaille sur les 5 sens. Et pour la vue, ils ont rencontré des élèves aveugles. C'est le but aussi de cet atelier, c'est d'aller à la rencontre de gens différents pour que le handicap soit moins inquiétant. On a fait différents ateliers pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire si on avait les yeux, s'il nous manquait la vue. Ils sont très très sensibles au braille, à toutes les inscriptions braille, aux personnes handicapées de la vue dans la rue quand on se déplace. C'est plus proche d'eux maintenant. La description. Les aveugles, j'aimerais les aider pour qu'ils puissent aussi regarder des films comme nous. Et puis en même temps, ils peuvent essayer d'imaginer les choses, comment ça peut être. Ils entendent les sons et ça leur donne des idées dans leur tête. Et ça peut leur donner des impressions. En fait, les personnes aveugles prennent un peu de temps pour s'imaginer comment se trouvent les images. Alors, on essaie de mettre un peu moins de phrases. Parce que sinon, ils n'auront pas le temps d'imaginer et ils vont rien comprendre. Nous avons tous quelque chose à partager. Cela s'appelle le sensible. Et si l'audiodescription existe et qu'elle est indispensable, c'est pour cela. Je vais remettre puis là. Alors, Luciole accompagne l'écureuil dans le tronc de l'arbre. Là, il descend. Tu entends quelque chose? En fait, je regrette un peu. En fait, on n'entend pas vraiment les escaliers. Grâce à Regard Neuf, ces enfants seront plus sensibles au cinéma et à ce que les films soient accessibles à tous les publics.
Avant de visiter une école, faisons tout d'abord un petit tour dans une discothèque. Bon, on n'a pas l'âge, mais ça n'a pas d'importance car ce n'est pas le soir. Voici en fait un élève réalisateur qui suit des cours et qui est en train de tourner un film avec quelques copines. Cet élève s'appelle Tamer et il suit les 4 années de formation de l'école de cinéma de Lausanne. Il est en train de filmer une histoire, une fiction. C'est notre fiction de 2e année, donc c'est la première fiction où on écrit dans le cadre de l'école. C'est l'histoire de 3 femmes d'une amitié forte qui va finir par se dissoudre à travers la musique, à travers la société, à travers le rejeté en fait. C'est un atelier sous la direction de Ursula Meyer, donc on a écrit le scénario avec elle et aussi sous la direction de Lionel Bayer, notre professeur à l'école. Le voici Lionel Bayer, c'est celui qui est à droite, c'est lui le prof. Et aussi à l'épaule, j'ai aussi les cheveux. Bah dis donc, les cours semblent sérieux, mais l'ambiance plutôt détendue. C'est pas comme avec Madame Bidine, la professeure de ballet volant à Poudlard, vous vous souvenez? Au coup de sifflet, 3, 2... Monsieur Landubar. Monsieur Landubar. Bon, revenons à nos ballets, à nos élèves. Voici l'école de cinéma de Lausanne, l'ECAL comme on l'appelle, où enseigne Lionel Bayer. Bon, il est où maintenant? C'est que c'est pas mal grand ici. Ah, le voici! Lionel Bayer est aussi le responsable de toute la section cinéma. Et en plus, c'est un petit génie qui vient de réaliser un film très apprécié par les critiques de cinéma. Renard de Stravinsky. Écoute. Stravinsky, ça, c'est génial. Il n'y a rien au-dessus de Stravinsky. Et Renard, c'est la première œuvre qu'il a composée quand il est venu en Suisse. Sa première collaboration avec Ramu, avant l'histoire du soldat. Alors moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai beaucoup appris en fait en faisant des films d'horreur avec mes copains le mercredi après-midi et le week-end quand j'avais 12-13 ans. C'est une très bonne école aussi, mais je comprends maintenant la nécessité également des écoles. C'est-à-dire que jusqu'à ce que je vienne ici à l'école, je voyais pas vraiment à quoi ça servait. Je comprenais pas vraiment ce qu'on apprenait dans les écoles de cinéma. Et puis en fait, en donnant des cours et puis en rencontrant les étudiants, je comprends en fait que c'est un vrai coup d'accélérateur. Une école pour apprendre le cinéma, c'est donc utile. Il y en a plusieurs en Suisse romande et en Suisse allemande. Ah, visiblement, Benoît, l'un des profs de l'école, vient de retrouver l'élève qu'il cherchait. Une école de cinéma, c'est très bizarre parce que c'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres. C'est quelque chose qui s'apprend en le pratiquant. Et t'en es où, là, du montage? Tu touches à... En fait, j'ai réalisé un premier ours. L'élève en question, Tristan, est en train d'apprendre à monter un film, c'est-à-dire à placer tous les plans et toutes les séquences qui ont été filmées dans le bon ordre. Après, je travaille par séquence. C'est-à-dire que je scanne les séquences les unes après les autres pour pouvoir améliorer l'ours. L'école nous permet en fait d'apprendre les étapes qui sont essentielles à un travail fait correctement, quoi. Ce qu'on essaye de faire, c'est de leur montrer comment est-ce que nous, on ferait pour faire ces films. Ça ne veut pas dire du tout qu'on a des réponses qui sont absolues, qui sont définitives.
On essaye juste de réfléchir avec eux, de réfléchir à leur rythme, de comprendre aussi là où ils veulent aller, pour essayer de faire en sorte que ce travail fabrique des films. Une autre chose très intéressante dans les écoles de cinéma, c'est qu'il y a du matériel, des caméras, des enregistreurs, et il faut savoir à quoi tout cela, ça sert. Comment veux-tu t'en sortir, par exemple, si Robert Dutoit, le responsable audiovisuel, ne t'a jamais parlé des lumières, des perches et du son? Viens là, tu peux soit le mettre là, puis mettre le micro à l'intérieur, soit le mettre directement sur ta perche. Okay. Et puis on regarde pour la lumière, voilà, tu peux bien. Et oui, parce qu'il y a aussi un risque si tu n'apprends rien. Tu pourrais devenir comme le célébrissime Ed Wood, le réalisateur le plus raté d'Hollywood, reconnu pour avoir réalisé les pires trucages et les pires navets de tous les temps. Et coupez, on se dépêche. On se prépare pour la scène 32. Mais, monsieur Wood, oui, où est le poste de pilotage? Vous êtes dedans. En place. Dernier petit souci, tu n'as sûrement pas l'âge d'aller déjà dans une école de cinéma. Alors, que faire en attendant? Moi, je pense que si j'avais 11-12 ans aujourd'hui, j'essaierais de faire le plus de films possible avec la caméra de mes parents et de le monter sur un banc de montage, sur un ordinateur, et d'essayer le plus souvent de faire du cinéma. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, même si c'est des films de skateboard, même si c'est des clips musicaux, au contraire, c'est intéressant, et essayer de les montrer. Alors, il y a des concours qui sont des fois organisés pour les jeunes. Il y a possibilité de les envoyer aussi des fois. La TSR a un site qui permet d'ailleurs de déposer des images dessus, même des films de fiction. Donc, c'est quelque chose que je ferais. Et je crois que je ferais beaucoup d'images aujourd'hui, si j'avais 11-12 ans. Et si tu veux vraiment te faire plaisir, alors fais comme Lionel, tu vas sur le site internet du club de cinéma de la Lanterne Magique, et là, le petit chat qui voulait faire un film va tout expliquer de manière simple sur la façon dont il faut y prendre. Quel film? Les sites sur lesquels on vous propose de déposer vos films dans ce reportage n'existent plus. C'est un reportage qui date de 2012. Aujourd'hui, si vous voulez déposer un film, vous pouvez le faire sur YouTube, bien évidemment. Et puis des festivals comme le festival Réflexe ou le festival de l'Ultracourt vous incitent à réaliser vos propres films. C'est ce qu'ont fait, par exemple, les élèves qui ont réalisé Greta, le grand prix du jury du festival Réflexe, que vous allez voir maintenant. On avait bien essayé de me faire taire. On m'avait condamné à mort à plusieurs reprises. Mes propos alarmistes sur le climat leur faisaient sans doute trop peur. On m'a condamné au bûcher, mais suite à la déforestation, le bois manquait. Plus tard, à la chaise électrique, mais là encore, c'était raté, tant l'électricité était devenue rare. Puis à la décapitation, mais nous subissons un tel surréchauffement climatique que les métaux fondaient. Je sens que je suffoque, mais je ne veux pas arrêter mon combat. Mon corps ne réagit plus, mais mon esprit sera plus fort. Et cette fois-ci, ils devront m'écouter. Même si proche de la mort, je dois agir. Il me faut aller au bed et les avertir que ce que j'avais prévu est hélas arrivé. Je ne pense pas que cela suffira. Visiblement, la préposée au bed ne m'a pas entendu. Il me faut frapper plus haut. Je vais aller voir celui qui a le plus d'influence au monde. Et si j'arrive à le convaincre, lui, il y a un espoir. Mais ça ne va pas être facile. Il s'est toujours tellement opposé à moi. Global uppvärmning. Mais qui parle? Vous entendez? Conseiller Jackson, notez. Toute utilisation de carburant fossile est désormais interdite. Plus que du renouvelable et tant pis pour nos industries d'extraction. Mais Mr. President, c'est insensé. Mr. President, c'est insensé. Mais Mr. President, c'est insensé. Taisez-vous! Il est devenu fou.
Allô, la sécurité? Le président est devenu fou. Il faudra le destituer. Incroyable, ils l'ont arrêté. Il ne pourra plus rien faire. Il faut que je retourne en Europe. Il reste un dernier espoir. Ubi et orbi. Jésus, Marie, Joseph. Est-ce toi, Seigneur? C'est la fin. J'étouffe. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Simuler le bruit d'un pont-levis, d'un monstre ou alors d'une tempête. Dans son petit studio d'enregistrement, Julien teste toutes sortes d'objets. Alors là, en fait, je suis en train d'utiliser un œuf que je broie. C'est un son qui va particulièrement bien pour, par exemple, refaire le son d'un os broyé. Ce petit craquement, justement, fonctionne bien avec l'œuf. Un métier de l'ombre, ce Veuvezan est l'un des rares sound designers de Suisse romande. Après une formation d'ingénieur du son, il s'est orienté vers la création sonore. Ok, t'appelais ? Son travail, concevoir des bruitages pour le cinéma, la pub ou les jeux vidéo. Ce que je trouve fabuleux, c'est qu'on peut soutenir une image avec des sons, parfois en enregistrant des bruitages qui n'ont rien à voir avec la chose qu'on va bruiter, pour apporter une émotion supplémentaire, que ce soit pour de la peur, que ce soit pour du suspense ou des choses comme ça. Un travail complexe qui demande de l'imagination. Julien peut compter sur sa librairie sonore qui compte 400 000 sons, dont 20 000 qu'il a créés lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la majorité des films, en général, les bruitages sont rajoutés après coup. Lors du film, on va enregistrer la majorité du temps les dialogues, mais la plupart du temps, la bande-son est recréée après. Donc on va aller enregistrer, par exemple, pour l'exemple ici, j'ai enregistré un train à côté, des sirènes de pompiers, l'ambiance d'une rue, et tout ça va venir couche par couche se rajouter en post-production. Un travail d'autodidacte, car aujourd'hui dans les écoles de cinéma du pays, aucune filière ne propose une formation dédiée au bruitage. C'est vrai qu'à l'ECAL, mais comme dans beaucoup d'écoles de cinéma, il y a des formations d'ingénieur du son qui permet en fait d'apprendre à faire de la prise de son direct sur les plateaux, puis il y a du mixage, du montage son. Le bruitage, ça a toujours été un drôle d'endroit parce que c'est à la fois un métier très technique, mais aussi très artistique. C'est un métier vraiment d'interprétation de son. C'est quelque chose qui s'apprend beaucoup en faisant des stages. Un métier de niche. Et si le travail du bruiteur consiste à doubler des sons réels simultanément à l'image, comme ici avec cette démonstration, le sound designer lui est souvent amené à recréer des sonorités, souvent imaginaires. J'ai eu des sons assez particuliers à créer, notamment le cri d'une femme dans un court-métrage semi-horrifique. J'ai fait énormément d'essais et tout d'un coup, je me suis dit, mais et si je rajoutais un bruit de tronçonneuse derrière? Et en fait, c'est ce qui a fait le succès de ce bruitage. Une chasse au son que Julien mène dans ses studios, mais surtout sur le terrain. Un véritable voyage sonore et expérimental. Le Festival du film de Locarno fait la part belle cette année aux films d'animation japonais, les mangas. Beaucoup d'entre nous se souviennent certainement de Goldorak, des mangas qui sont à eux seuls un véritable pan culturel du Japon. Et incarner la voix d'un personnage de ces dessins animés est une vraie consécration. Pourtant, il y a beaucoup plus d'appelés que d'élus. Un reportage nouveau signé Maria Nicolier. Cette jeune fille entraîne sa voix, sa profession seiyuu. C'est le terme utilisé pour les voix de personnages de manga, une profession à part entière au Japon. Il faut vraiment forcer. À l'école d'Osaka, le cursus scolaire de seiyuu dure 2 ans. Un apprentissage difficile pour peu d'élus, mais pas de quoi les décourager. Dans la vie quotidienne, être soi-même est difficile. Je dois faire avec mes bons et mes mauvais côtés. Dans ce monde-là, celui du manga, je peux élargir mes horizons et me créer une nouvelle identité.
Leur diplôme en poche, les étudiants postulent auprès des agences de voix. Cette année, l'entreprise de M. Tsuda a auditionné 1000 seiyuu, seuls 60 ont été retenus. La voix, un critère crucial, mais le physique a son importance. Par exemple, si je sais que le dessin animé va nécessiter des apparitions de la seiyuu dans des concerts, à la radio ou dans d'autres événements, je pense aux fans, aux clients qui assisteront à ces événements. Il faut donc que la seiyuu soit jolie, mignonne. Ah oui, pour l'enregistrement des jeux vidéo, le calendrier a été repoussé. La voix de Mai est partout. Jeux vidéo, dessins animés. Son succès, elle le doit à cette série TV. Cette écolière, Nakisa, doublée par Mai, a fait chavirer le cœur de l'audimat. La voix de Mai est Shu, kawaii en japonais. Cela a fait d'elle une star à 28 ans. Cette tonalité de petite fille a toujours habité les dessins animés pour enfants. Et Mai adore. Quand j'étais petite, j'habitais à la campagne et il n'y avait rien d'autre à faire que de regarder la télévision. J'adorais les dessins animés. Dans les mangas comme dans le quotidien, ce type de voix Shu est le must. Cette tonalité aiguë a envahi les rues, les magasins, les métros, les bus, les trains. Tout est contaminé. Les voix kawaii en mal de succès ont de quoi se recycler. Yukari excelle dans les petits jobs. J'aimerais bien travailler comme une vraie seiyuu pour les mangas. Mais c'est difficile, très difficile. Je ne perds pas courage. La concurrence est féroce. Plus de 100 seiyuu sortent des écoles chaque année. Aujourd'hui, cette profession inconnue en Europe est l'une des plus en vogue au Japon. Bonsoir à tous. Ceci est une émission enregistrée qui tourne en boucle sur cette fréquence suite à la grande coupure du 12 février 2021. Elle a pour but de rappeler ce qui s'est passé et ce qui ne devrait plus jamais se reproduire. En effet, les centaines de manifestations qui se sont déroulées à travers le monde ces 5 dernières années n'ont pas suffi à enrayer la crise climatique mondiale. Après avoir refusé l'entrée dans leur pays aux 250 millions de migrants climatiques, la plupart des dirigeants, démentant aujourd'hui encore l'existence d'une corrélation entre cette crise et l'activité humaine, voient leur pays ravagé par le feu ou les inondations. Les températures extrêmes ainsi que la raréfaction et la pollution des ressources naturelles qui étaient jusqu'alors abondantes ont conduit à un effondrement total du système économique mondial. Les extrêmes de température étant en constante augmentation et les changements de température de plus en plus brutaux, il est possible de trouver un abri de l'été. Les centaines de manifestations qui se sont déroulées à travers le monde ces 5 dernières années n'ont pas suffi à enrayer la crise La raréfaction et la pollution des ressources naturelles qui étaient jusqu'alors abondantes.
Bienvenue à l'école de l'horreur. Depuis le début du mois de janvier, tous les samedis, 6 élèves y apprennent l'illusion. Alexandre travaille sur une main en putréfaction. C'est venu d'un livre anglais où une personne travaillait sur les morts, savoir le niveau de décomposition. Donc il y a tout un département scientifique qui s'occupe de ça. J'ai fait pas l'expérience et là je suis pas encore satisfaite, mais je pense que j'ai acquis des connaissances que je vais pouvoir remettre en pratique et refaire. À la tête de l'école, Vanaëlle Mercanton. Après une formation de maquilleuse d'effets spéciaux à Strasbourg, elle a même créé une foire aux monstres. Aujourd'hui, elle donne un nouveau souffle à sa carrière en transmettant son savoir-faire. Comme tout bon prof se doit de rester à la page, ça nous permet aussi de continuer non seulement à exercer, mais en plus réviser. Et les effets spéciaux sont un monde qui bouge tout le temps. Donc il faut savoir aussi évoluer avec lui. Fumer, c'est mauvais pour la santé. Une aventure dans laquelle elle a entraîné l'homme de sa vie. Ils ont prévu 3 modules de cours et ce matin, ils enseignent en effet de base le vieillissement en latex. L'historique qui vient des débuts du cinéma, c'est-à-dire pour des films, que ce soit les films de la Hammer, les films d'horreur de l'époque où il fallait avoir des momies ou des personnes âgées. Ça a été inventé pour ce genre de film, pour ce genre de rôle aussi. Les élèves ont entre 18 et 43 ans, ils viennent du Valais et même de Genève. Tous rêvent de théâtre ou de cinéma. Là, je suis encore à l'école, donc il faut déjà que je finisse mes études. Mais c'est vrai que c'est toujours un métier que j'ai voulu faire. C'est genre maquilleuse pour les films d'horreur, c'est vraiment un truc que j'ai voulu faire. Mais je sais qu'en Suisse, c'est pas reconnu, donc j'aimerais bien partir à l'étranger, genre une année pour trouver une école de maquillage et puis continuer là-dedans. Des participants qui espèrent prochainement s'immiscer sur les plateaux d'enregistrement de petites productions, avant, pour certains, de tenter une carrière à l'étranger.
l'image se démocratise beaucoup, filment et montent de nouvelles séquences au smartphone. Certains même se lancent dans une sorte de cinéma participatif. Les fan-films deviennent un genre en soi. Ils atteignent parfois des millions de vues. Marie Ménicatier, Cécile Allény. Des effets spéciaux, l'univers d'Harry Potter fidèlement restitué pour un résultat convaincant. À l'instar de cette fiction imaginant la vie du méchant Voldemort, les hommages de passionnés, ces fan-films, sont de plus en plus nombreux et de qualité, grâce au financement participatif qui dénoue les budgets, mais aussi à des moyens de tournage, de montage et de trucage plus accessibles. La culture fan, de manière générale, a pu se développer grâce à la globalisation du numérique. Un fan peut venir, par exemple, combler les lacunes laissées par un récit sériel qui est inachevé ou qui, peut-être, sera complété par la suite. Ou alors, un autre cas de figure, c'est le fan-film qui permet de réinvestir des personnages dans de nouvelles aventures. Parmi les chouchous de ces fan-films, les super-héros. La saga Star Wars est également une grande source d'inspiration, et ce, dès 1978. Ces vidéos génèrent sur Internet des millions de vues. Ça, c'était une bonne partie aussi. À Martigny, de jeunes passionnés se sont lancés l'an passé dans une entreprise plus modeste. Un épisode de leur web-série geek préférée, Noob. Une ambiance mêlant fantasy et jeux vidéo. Ce qui m'a plu, c'est un peu mettre en avant ma créativité, c'est-à-dire tout ce qui est caméra, le graphisme, essayer un peu des nouveaux plans, des nouvelles choses. T'as le plaisir de finalement avoir quelque chose de fini. Scénario, décor, costume, montage, chacun s'est pris au jeu. Avec une récompense, les personnages de la série originelle ont participé à ce film d'amateur. J'ai eu vraiment des retours vraiment très positifs, surtout justement de l'équipe de base. C'est la motivation, on se dit... Des acteurs de Noob qui nous prêtent main forte, go, il faut qu'on fasse quelque chose de bien, quelque chose qui soit vivant. Parfois, le rapport entre les amateurs et l'industrie du cinéma se tend. La communauté Star Trek l'a appris à ses dépens. Après des mois de procès, les réalisateurs du fan-film Axanar ont dû raboter des 2/3 leur production. Pourtant, des fans qui partagent leur enthousiasme, ce sont aussi des retombées commerciales. La survie économique d'une franchise dépend aussi de la fidélité de ses passionnés. Le reportage qui va suivre a été tourné dans le cadre du festival Dream-A-Go, un festival qui se situe à Sierre, au château Mercier. Et là, des ateliers d'écriture de scénarios ont été organisés parce qu'écrire des scénarios, eh bien, ça ne s'improvise pas. Dans une chambre spacieuse au luxe discret, Camille, 32 ans, très belle, assise à son bureau, finit d'écrire une lettre, un verre de vin rouge à côté d'elle. Elle a 2 pansements sur l'index et le majeur. Camille plie la lettre, la glisse dans une enveloppe et la laisse sur le bureau sans la fermer. Christophe n'en est pas à son premier scénario. Pour lui, participer à ces ateliers d'écriture, c'est mettre toutes les chances de son côté pour voir défiler son histoire sur grand écran. Ça permet de pouvoir travailler vraiment dans le bon sens son histoire et de se sentir sécurisé. C'est 4 ans d'une vie entre le départ de l'écriture et la sortie d'un film, donc il faut vraiment savoir pourquoi on fait les choses, comment on les fait, être sûr de faire un film qui a une âme à la fin. Son mentor ce jour-là, Christopher Lockhart, agent artistique de stars hollywoodiennes comme Denzel Washington ou Richard Gere. Ici à Dream-A-Go, nous avons les auteurs de demain. Et quand je dis demain, je ne dis pas dans une année ou 2, parce que nous verrons ces projets se concrétiser bientôt. Un atelier international pour travailler sur 10 projets triés sur le volet. L'objectif, c'est pour nous d'offrir à ces auteurs un regard extérieur professionnel et de leur montrer ce qui ne fonctionne encore pas tout à fait dans leur scénario ou qu'est-ce qu'ils pourraient approfondir. Sans le scénariste, il n'y a rien. Sauf qu'à partir du moment où ils donnent leur scénario, où le scénario va se faire, le réalisateur l'intègre à son projet de production et on oublie le rôle du scénariste. Donc c'est vrai que c'est un métier de l'ombre et malgré tout, c'est un métier sans lequel rien ne se fait. Mon sentiment avec l'histoire d'Anna, elle est théorique. Il faut avoir du concret. L'occasion aussi pour des scénaristes reconnus comme Marcel Beaulieu, auteur de Farinelli, de partager son expérience. Ça nous ouvre des horizons. Il y a un mélange de cultures qui, pour un scénariste, est formidable. Les auteurs ont encore 5 jours pour trouver les meilleures ficelles narratives pour passer de l'écrit à l'écran.
Anne-Katia Marchand, le soutien à ces jeunes cinéastes, il ne s'arrête pas là. L'aventure continue après le festival. Effectivement, l'aventure continue. À l'issue de ces ateliers, pendant lesquels les auteurs auront déjà commencé à retravailler leur scénario et appris à se mettre dans la peau de leurs personnages, comme on l'a vu à la fin du reportage, ils auront encore 2 mois pour peaufiner leur scénario avant que DreamGo ne les emmène à Los Angeles rencontrer des producteurs. En 15 ans d'activité, DreamGo aura permis la réalisation de 15 films, certains ont même été primés. L'un d'eux a remporté un ours d'argent au Festival de Berlin. Bonsoir. Amis, bonsoir. Eh bien non, nous ne sommes pas dans un grenier pour nous amuser, cette jeune personne et moi-même, mais tout simplement pour connaître la façon dont est fait le bruit à la télévision ou à la radio. Et notre invitée, la jeune, tu dis ton nom? Marie-Paul Escher. D'où es-tu? Carouge. Eh bien, Marie-Paul Escher avait formulé le souhait de rencontrer un bruiteur. Et pour cela, nous sommes dans l'antre de Georges Milot, qui est bien connu de tous les amateurs de radio et de télévision. Et évidemment, Marie-Paul, bon, elle sait ce que c'est qu'une trompette, mais il y a des tas de bruits qui l'intriguent beaucoup. Elle se demande, par exemple, comment on arrive à imiter le bruit d'une gourde sur des rochers dans une montagne, ou alors tout simplement un cheval. Tu sais ce que c'est, ça? Oui, c'est des... Des noix? Oui, des noix de coco. Des noix de coco qu'on a évidées et sciées en 2. Et puis là-dedans, nous avons simplement du gravier. Pour l'instant, c'est un cheval brun. Voilà. Alors nous partons tranquillement à cheval. Et maintenant, il se dépêche un peu plus. Et puis maintenant, on va le faire un petit peu galoper. Il s'en va. Pour être bruiteur, il faut être comédien parce qu'il faut faire les bruits dans le sentiment exigé par la scène que l'on joue. On ne peut pas ouvrir ou fermer une porte comme ça bêtement. Il faut penser à la situation dans laquelle est le comédien qui joue la scène et fermer la porte, ouvrir la porte en fonction de ce sentiment-là. Vous pouvez imiter un chien? Un chien? Oh oui, tu sais qu'on peut imiter un chien en le faisant aboyer. Eh bien, je ne vais pas faire ça parce que tout le monde le fait. On entend souvent les gens faire wouhou comme ça. Moi, je vais t'imiter un chien qui est dans son appartement. Tu veux? Oui. Alors, tu sais, il n'est pas bien loin, mon chien, cherche-le. Est-ce que tu sais où il est? Non. Non, eh bien, tu vois, il est ici. Regarde. C'est tout simplement ça, mon chien, tu vois, 2 petites médailles. Alors maintenant, imagine que tu as un chien très fidèle qui vient à ta rencontre quand tu rentres de l'école. Écoute, il vient. Tu vois comme il est gentil? Oui. Hein? Des pas dans la neige. Des pas dans la neige. Des pas d'hommes dans la neige, oh, ben c'est très facile. Des pas d'hommes ou de femmes, d'ailleurs. Oui. Je ne suis pas pointilleux. Voilà. Et bien, Voilà. C'est la neige, ça. Oui, c'est la neige. Non, c'est pas de la neige. Ça, c'est simplement de la fécule de pommes de terre. Voilà. Que j'ai mis dans un sac en plastique. Alors, si tu fermes tes petits yeux et que tu écoutes, écoute. Si tu ne les fermes pas, tu vois de la fécule. Est-ce que vous imitez aussi les bruits de bataille comme Ivanhoe? Les bruits de... Oh, mais bien sûr, c'est une question fort pertinente d'ailleurs. Alors, tu vois, on imite ces bruits de bataille avec des épées. Et vous allez tout de suite voir un exemple. Je m'en vais vous bruiter une séquence. Ne vous blessez pas. Hein. Non, non, oh, je fais très attention, vous savez. Alors, attention, regardez bien l'écran. J'avoue que vous ne laissez aucune chance à vos ennemis. Hein, avec ça. Ah, ben comme je suis tout seul, c'est facile. Hein. Oui. Tous les bruits, il faut les synthétiser. C'est-à-dire que vous entendez un bruit, vous imaginez un bruit, il faut le décomposer, en ressortir l'essentiel et le simplifier au maximum. Et le faire en général assez près du micro. Ce qui a émerveillé tout à l'heure Marie-Paul, c'est justement la diversité des objets. Alors, vous êtes obligé d'en fabriquer beaucoup vous-même. Oui, oui, il faut l'imagination, il faut truquer, il faut combiner. Et souvent avec des éléments très simples, on arrive à faire des bruitages relativement compliqués. Si vous avez par exemple un bateau sur la mer, un ancien bateau à voile, à voile, vous avez toujours des grincements qui se produisent. Alors on multiplie des séquences, on commencera par exemple par faire ce grincement-là. Oui. Ça grince. Ensuite, on mélangera ça avec un peu de vent. Avec du vent, oh bien sûr, du vent, des bruits d'eau. Ça, les bruits naturels en général se font en direct, c'est-à-dire en disque. Vous aurez une autre sorte de grincement.
Vous voyez, les haubans qui craquent, des grands grincements dans les poulies, alors ça se fait comme ça. Alors là, le bateau n'est pas loin de sombrer. Exactement. Alors si vous multipliez tout ça, si vous ajoutez tous ces bruits superposés, ça vous donne pour finir un bruitage à peu près complet. C'est peut-être une question enfantine, mais c'est un métier qui vous amuse, non? C'est amusant de faire Ah du bruit avec oui, n'importe oh, mais quoi. c'est l'unique raison pour laquelle je le fais, c'est que c'est très amusant. On va pas se quitter comme ça. Ah non, je vais quand même vous offrir la moindre des choses, disons un peu de champagne, voulez-vous? Voilà, volontiers. Eh bien, comme à la radio, nous n'avons pas la vue, nous n'avons que l'oreille, nous allons au moyen de cet instrument. Mais ici, nous avons la vue et vous ne tromperez personne. Je ne trompe personne, c'est pour ça que j'explique. Une pompe à vélo avec un bouchon au bout, et voici le débouchage d'une bouteille de champagne. Salut tout le monde! Aujourd'hui, un épisode encore un petit peu particulier où on va utiliser des objets de la vie de tous les jours pour faire du sport. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour le premier exercice, tu auras besoin de quelque chose à roulettes. Donc ça peut être une tondeuse, un aspirateur ou comme moi, une petite branche. Appuie-toi dessus et essaye d'aller le plus loin possible. Tu dois être super gainé pour éviter de t'effondrer. Fais l'exercice pendant 1 minute. Pour le prochain exercice, munis-toi d'une planche. Lève le haut du corps et les jambes en même temps. Redescends. Et quand tu es en haut, tiens la position pendant 3 secondes. Fais l'exercice 10 fois. Si c'est trop facile, tu peux mettre quelque chose de lourd dedans. Par exemple, une tarte aux pommes. Pour le prochain exercice, tu auras besoin d'une camélia. Si tu n'en as pas, ben, je peux rien faire pour toi. Penche-toi en arrière et fais passer le pot d'un côté à l'autre. Fais l'exercice pendant 30 secondes. Il faut faire tourner tout le buste et bien tendre les bras. Cet exercice doit travailler les abdos et les bras. Pour cet exercice, tu auras besoin de 1 et 2 bouteilles ou quelque chose qui fait 1 ou 2 kilos. Allonge-toi sur le dos, les bras en T. Maintenant, essaye de ramener les 2 bras en haut de ta tête. Contrôle bien la descente. Essaye de ne pas plier les bras. Cet exercice fait développer les pectoraux. Fais l'exercice pendant 30 secondes. Pour le prochain exercice, on va mettre les pieds dans le plat. Non mais vraiment. Mets tes pieds dans un plat ou quelque chose qui glisse. Lève tes fesses et pousse le plat. Maintenant, ramène-le. Il faut te mettre sur quelque chose de glissant. Si ton sol n'est pas assez glissant, tu peux mettre une couverture comme moi. Cet exercice va faire travailler tes fessiers et tes cuisses. Fais l'exercice pendant 1 minute. Alors, t'as vu qu'avec un petit peu d'imagination, on peut se servir de toutes sortes d'objets pour faire du sport. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Squat Atome. Bye! Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez bien bougé avec Diane. Vous pouvez revoir d'autres films primés lors de ces festivals Réflexe et Ultracourt en passant par notre site rtsdécouverte.ch.